antiépileptiques par une petite introduction disant que l'épilepsie, c'est l'une des pathologies neurologiques chroniques les plus fréquentes, c'est-à-dire elle est classée juste après la migraine, et que l'épilepsie va se manifester par des crises, c'est-à-dire qu'on va traiter les symptômes et on ne pourra pas traiter la cause parce que dans 70% des cas, on ne connaît pas la cause. Et donc, il sera à travers des médicaments qui seront anti-épileptiques. Donc, on va commencer par l'épilepsie. Je disais que l'épilepsie est un trouble neurologique chronique qui va se manifester par des crises épileptiques. Les crises épileptiques, ils vont survenir d'une manière périodique et imprévisible, c'est-à-dire que la personne aura un mode de vie simple et normal, c'est juste qu'elle va présenter des crises épileptiques d'une manière imprévisible, c'est-à-dire on peut pas prévoir quand est-ce qu'elle va déclencher cette crise, même s'il y a des facteurs déclenchants, et ça va survenir d'une manière périodique, c'est-à-dire que ce sera répété, ça dépend la fréquence, ça dépend d'une personne à une autre. Donc, les crises épileptiques qui sont dues à l'émission de décharges électriques anormales et excessives par les neurones du système nerveux central. Donc, et je vais essayer de simplifier les neurones. Et donc, les neurones, une personne épileptique, et elles vont présenter une hyperactivité. Une hyperactivité, c'est-à-dire le potentiel d'action il est tout le temps, on va dire, activé, entre guillemets. Donc, l'hyperactivité c'est-à-dire elle va induire un potentiel d'action qui sera transmis d'un neurone à un autre. Et la transmission, c'est ça ce qui fait la décharge électrique excessive et anormale, donc qui sera transmise tout au long du cortex cérébral. Donc, ici, on a trois termes à reconnaître. C'est la crise épileptique qui est un événement isolé. Donc, on avait dit que l'épilepsie se caractérisait par des crises épileptiques et la crise épileptique, ce sera un événement isolé, c'est-à-dire dit une fois par hasard. La maladie épileptique, par contre, quand on dit maladie épileptique, là, on parle de répétition des crises. Donc, c'est une personne qui va présenter des crises épileptiques, mais d'une manière très répétée. Et ensuite, on a l'état qui est l'état d'urgence, qui est le mal épileptique. C'est quoi? C'est une crise épileptique qui est prolongée. C'est-à-dire la personne, elle va commencer à manifester les signes cliniques et d'une manière prolongée ou des crises multiples et très rapprochées. C'est-à-dire que soit ce sera d'une manière prolongée, c'est-à-dire sur longue durée, alors qu'à la base, une crise épileptique est censée durer 1 à 2 minutes, soit ce sera des crises épileptiques normales, elles seront multiples et très rapprochées. Et là, c'est un état d'urgence parce que la personne ne retrouvera pas son état normal. Parfois, elle perd carrément la conscience, c'est-à-dire euh, ça peut même finir par un coma et donc il faudra traiter tout de suite. Donc, quelles sont les causes de cette épilepsie? Les causes, bon, dans 70% des cas, c'est idiopathique, c'est-à-dire on ne connaît pas réellement la cause. Qu'est-ce qui va vraiment causer une épilepsie? Qu'est-ce qui va causer de l'hyperactivité neuronale? On ne le sait pas exactement. Et dans ce cas, on est obligé de donner des antiépileptiques ou des anticonvulsivants. Sinon, des personnes, elles ont subi soit par exemple un traumatisme crânien, AVC, infection au niveau du cerveau, etc. Des personnes, il suffit juste de traiter la cause. Donc, puisque c'est une épilepsie qui est due à quelque chose, c'est-à-dire qu'elle est secondaire à une infection, dans ce cas-là, il suffira de traiter la cause. Sauf bien sûr dans certaines situations, on va quand même introduire des médicaments anti-épileptiques. Donc, la clinique, c'est-à-dire la personne qui est épileptique, elle va présenter quoi? Elle va présenter des mouvements convulsifs, c'est-à-dire les mouvements convulsifs, c'est des mouvements de contraction musculaire et de secousse et d'agitation, des tremblements, une perte de conscience. Il y a des cas où la perte de conscience, elle se reproduit à chaque fois. Il y a des cas où non, c'est-à-dire il y a des cas où la conscience, elle est conservée. La personne peut chuter brutalement. Elle manifestera un regard soit qui sera fixe, ça dépendra bien sûr de la zone touchée, donc ça, soit un regard fixe, soit une rotation carrément des yeux. On a une perte des urines, des morsures de la langue et aussi une langue qui est tombante et ça c'est très très fréquent. Donc les crises sont assez courtes comme j'avais dit tout à l'heure, 1 à 2 minutes et c'est-à-dire c'est généralement imprévisible. Alors comment est-ce qu'on va classifier les crises? Donc, comme vous pouvez le voir ici sur le schéma,
on avait dit qu'on a un certain nombre ou là, un groupe de neurones ou les neurones ont une hyperactivité neuronale. C'est une hyperactivité et ils vont causer ce qu'on appelle une décharge cérébrale qui va être diffuse. C'est-à-dire que la décharge cérébrale, soit elle va rester l'endroit là où il y a les neurones hyperactifs, ce qu'on appelle une hyperactivité locale, c'est-à-dire que la décharge va être locale, refait une certaine zone. Et là, on aura des symptômes qui seront typiques. Donc, si par exemple, ça va toucher la zone elle est responsable du parler, là, on va avoir des symptômes du genre, la personne ne parle plus, elle perd la parole. Si par exemple, elle touche la zone qui est responsable de l'audition, la personne n'entendra plus. Si elle touche à la conscience, la personne perd conscience. Donc là, ce sera une crise qu'on nomme partielle, qui est focale, c'est-à-dire l'hyperactivité, elle est localisée dans un foyer cortical bain. Donc, dans ce cas-là, on parle de crise partielle et on a la simple, là où la conscience, elle est préservée, c'est-à-dire la personne va perdre, euh, par exemple, la parole ou là, elle va mordre sa langue, mais elle est toujours consciente. Par contre, on a les crises partielles qui sont complexes et dans ce cas-là, on remarque une perte de conscience. Donc, la personne va perdre conscience juste après avoir présenté les signes cliniques. Ensuite, on a un autre cas. L'autre cas, c'est ce qu'on appelle une crise généralisée. Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est qu'on a un groupe de neurones qui est en train de produire, c'est-à-dire qui est en hyperactivité, qui est en train de produire une décharge cérébrale qui est diffuse tout au long du cortex cérébral. C'est-à-dire que tout le cortex cérébral a la décharge électrique. C'est comme si que le cerveau était électrocuté. Et je vois un court-circuit. Et donc, avec la décharge électrique, elle va passer tout au long du cortex cérébral. Et là, on aura des manifestations qui seront multiples et qui toucheront pratiquement tout le corps. Généralement, c'est tout le corps. On aura ce qu'on appelle les absences généralisées. Et là, on parle du petit mal. On aura des crises tonico-cloniques. Alors, les crises tonico-cloniques, ce sont les crises les plus fréquentes. Elles sont caractérisées donc par une contracture musculaire et aussi une phase clonique qui est là des secousses musculaires. C'est-à-dire non seulement la personne elle aura des contractions à les muscles et en même temps ça sera en train de vibrer, on va dire, il y aura des secousses à le muscle. Et ça, c'est ce qu'on appelle le grand mal. Elle est aussi caractérisée par une perte de conscience qui est brutale, accompagnée d'une chute aussi qui est brutale. On a les crises myocloniques. Dans ce cas-là, on a des secousses, les muscles accompagnés ou non d'une perte de conscience. On a également des crises atoniques et là, c'est l'inverse en fait. Les autres, on avait une contraction on a un relâchement c'est-à-dire de la posture. Donc, la personne, elle va connaître une chute qui sera brutale. On va essayer de détailler les cas ici, juste histoire d'avoir une idée. Donc, comment est-ce qu'on peut savoir déjà la différence entre Gahadou, c'est à travers l'EEG, c'est-à-dire l'encéphaloélectrographe. Les manifestations cliniques, elles seront distinctes entre on a les crises touchant d'emblée les deux hémisphères, les crises qui vont toucher les deux hémisphères, donc là où on avait dit que ça sera diffus, on parle des crises généralisées. Et ensuite, on a celles qui touchent juste une région, donc des crises partielles. Alors, les crises partielles, elles sont moins graves dans la plupart des cas par rapport aux crises généralisées. Je crois que c'est clair. Ensuite, les crises tonico-cloniques ou là ce qu'on appelle le grand mal, c'est les plus fréquentes, des crises convulsives. Elles se caractérisent par une perte de conscience brutale avec chute, donc la personne va perdre conscience et chuter. On a une phase tonique qui est la contracture de l'ensemble des musculatures et aussi une phase clonique qui est les secousses musculaires à les membres et de la face aussi. Ce qui est grave par rapport à ça, c'est qu'elle va toucher la partie neurovégétative, c'est-à-dire il y aura aussi des signes neurovégétatifs, une hypersalivation, la personne, elle va avoir beaucoup trop de salive, et aussi une apnée, c'est-à-dire une difficulté à respirer. Les crises myocloniques, on avait dit, c'était des secousses musculaires brèves, c'est-à-dire c'est rapide, elles sont bilatérales et symétriques dans les deux côtés, et
elles peuvent entraîner la chute, la conscience. Crise tonique, elles se différencient des tonico-cloniques par leur brièveté, c'est-à-dire c'est très rapide ou généralement ils jouent durant le sommeil. Ensuite, on a les crises atoniques. Là, on avait dit que c'était un relâchement carrément. C'était une perte brutale du tonus postural avec chute. Donc, la personne n'a plus, on va dire, entre guillemets, contrôle sur ses muscles. Donc, relâchement et chute. Suspension brève de la conscience. La personne peut perdre sa conscience pour une petite durée. Les absences ou ce qu'on appelle les petits mal, ce sont des suspensions brèves de la conscience qui vont durer 20 secondes. La personne va perdre conscience avec totalement, c'est-à-dire amnésique. La personne peut perdre la mémoire sur le coup. Ok, pour que ce soit c'est-à-dire soit partiellement, soit totalement. Donc ça diffère. On va partir par rapport à la physiopathologie. Donc la physiopathologie, c'est quoi en fait? Qu'est-ce qui va causer l'hyperactivité? En fait, c'est le système nerveux central qui est en train de connaître une rupture de l'équilibre entre l'excitation et l'inhibition neuronale. À la base, il y a un équilibre entre l'excitation et l'inhibition. Donc, une fois il y a une excitation, le système inhibiteur, il va inhiber et vice-versa. Mais dans ce cas-là, une personne épileptique, surtout le moment de la crise, c'est que l'équilibre, il est rompu. Ça va partir beaucoup plus en faveur de l'excitation. C'est-à-dire, les neurones seront beaucoup plus excités qu'inhibés. Et donc là, on parle, comme on avait dit, d'un déséquilibre entre le système de neurotransmission excitateur, dont les neuromédiateurs sont le glutamate et l'aspartate, et le système inhibiteur médié par l'acide gamma-aminobutyrique, c'est-à-dire le GABA. En conséquence, on a des anomalies des canaux ioniques neuronaux. À la Benabelif, les neurones, on a des canaux ioniques qui jouent un rôle très important, la polarisation, etc. Et donc, il sera un dérèglement par rapport aux canaux voltage dépendants, c'est-à-dire les Na+, ou la Ca2+, qui sont responsables de la dépolarisation, ou la K+, ou Cl-, qui sont responsables de la repolarisation. Donc, j'essaye de réexpliquer cette partie, c'est qu'on avait dit qu'on a une rupture de l'équilibre entre excitation et inhibition, le système nerveux central, qui part beaucoup plus dans le sens de l'excitation. Le traitement dans ce cas-là, c'est clair. On va essayer de traiter la cause si elle est évidente. On va essayer d'éviter les facteurs favorisants, comme par exemple l'alcool, le manque de sommeil et le stress. Chez la personne épileptique, il y a un comportement assez délicat, puisque la personne, si elle est sous stress, ou c'est-à-dire il y a des personnes qui s'énervent, ou là, quand ils voient quelque chose, la lumière aussi, ça peut être un facteur déclenchant. Donc, dès qu'ils voient la situation, ça déclenche chez eux une crise épileptique. Donc, il vaut mieux éviter ça. C'est-à-dire ça, c'est la base le traitement. Ensuite, on a les antiépileptiques et on a un traitement chirurgical lorsqu'il le faut. Maintenant, on va commencer par, c'est-à-dire on va bien détailler le traitement. Ils vont venir traiter les symptômes au lieu de traiter la maladie en elle-même, parce qu'en fait, on ne connaît pas la cause exacte. Donc, ce sera un traitement qui est symptomatique et non curatif. Qu'est-ce qu'il va venir faire? Il va venir essayer de contrôler en quelque sorte l'intensité et la fréquence les crises épileptiques, soit en les réduisant, c'est-à-dire soit il va diminuer l'intensité et la fréquence de ces crises-là, soit il va supprimer la survenue des crises en essayant de contrôler leur survenue. Donc, la classification, donc les antiépileptiques, on a des antiépileptiques de première génération, qui sont les anticonvulsivants barbituriques et les non barbituriques, et même les benzodiazépines, c'est de première génération. Et on a aussi les deuxième générations, c'est-à-dire, bon, on compte le vigabatrin, on compte la felbamate, la motrigine surtout, tiagabine, on a quoi d'autre? La prégabaline aussi, etc. Donc, puisqu'on avait dit qu'il y a un problème, tout ce qui est balance, excitation, inhibition, donc on va essayer de jouer sur les deux. On peut jouer sur deux choses, soit les neurotransmetteurs, soit les canaux voltage dépendants. Donc pour les neurotransmetteurs, on avait dit qu'on a le système GABA et le système glutamatergique. Seulement, si vous pouvez nous parler à la fin sur le traitement chirurgical, oui, bien sûr. Donc, je disais qu'on pouvait jouer sur deux axes, les neurotransmetteurs et les canaux.
Donc, en ce qui concerne les neurotransmetteurs, on a le système GABA et on a le système glutamatergique. Donc, le système GABA, il est là pour inhiber et le système glutamatergique, c'est le système excitant. Donc, on va essayer de, en gros, il y a grosso modo, qu'est-ce qui se passe? C'est soit l'excitation est augmentée, c'est-à-dire l'excitation est exagérée bzef, soit l'inhibition est naqsa bzef. L'excitation est normale à élever légèrement ou l'inhibition est hauda bzef. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de favoriser l'inhibition et de stopper tout ce qui est excitateur, notamment le système glutamatergique et les canaux. Donc, on va essayer d'aider le système GABA et de stopper les deux autres systèmes. Je vais venir ici expliquer comment ça se passe, donc les crises, pour mieux comprendre. Donc, là, on a c'est-à-dire le mauve et le bleu, on a tout ce qui est système glutamatergique. C'est-à-dire là, on un neurone excitateur. On a le potentiel tu les canaux Na+, Ca2+. Entrée, tu les ions, dépolarisation. Qui dit dépolarisation, donc relargage vésiculaire, tu as le glutamate. Donc le glutamate, il sera sécrété la fente synaptique. C'est quoi son rôle? C'est qu'il va venir se fixer sur la MPA et la NMDA, qui sont les récepteurs TAA. Il va venir se fixer ici et il va en même temps ouvrir les deux canaux, c'est-à-dire le potentiel d'action, il y le neurone postsynaptique. Donc, il y a plus et A2+, on aura des polarisations, potentiel d'action et on aura une crise épileptique. C'est comme ça que ça se passe. Donc, le système GABA de l'autre côté, qu'est-ce qu'il va faire? Après avoir été activé, il va lui aussi relarguer le GABA et le GABA, il va venir se fixer sur le récepteur le récepteur GABA-A et il va permettre le chlore de rentrer. Donc, il y aura l'entrée du chlore et le chlore, c'est-à-dire son rôle, ça serait quoi? Ça serait de stopper la dépolarisation, stopper le potentiel d'action et donc stopper la survenue de la crise épileptique. Donc, là, c'est les deux systèmes, comment est-ce qu'ils fonctionnent. Là, on avait dit qu'on allait travailler sur, c'est-à-dire essayer de favoriser l'action de le système GABA. Là, c'est le métabolisme de le système GABA, c'est-à-dire le GABA, comment est-ce qu'il est sécrété. Pouvez-vous réexpliquer le schéma, s'il vous plaît? Bien sûr. Donc, je reviens ici. Je vous disais que le potentiel d'action, c'est-à-dire l'excitation qui fait ça, et de suivre avec moi entre le mauve et le bleu. Donc, on a un neurone présynaptique ou il est postsynaptique. Donc, le potentiel d'action, il est venu, c'est-à-dire l'excitation, l'influx nerveux, il est arrivé. Là, on a l'ouverture des deux canaux Na+, et Ca2+, entrée ions et ce qui va causer la dépolarisation. Dépolarisation, c'est-à-dire relargage, le contenu vésiculaire. La vésicule, il va être sécrété. Et puisqu'on est dans un neurone, c'est-à-dire qui est glutamatergique, donc il va sécréter du glutamate. Le glutamate, il va se retrouver dans la fente synaptique. Ensuite, il va continuer son chemin. Il va aller se fixer sur les récepteurs TAA, la MPA et le NMDA. Il va se fixer ici et ici. Et il va permettre l'entrée du Na+, et du Ca2+, qui va causer la dépolarisation. Après, il y aura le potentiel d'action. Et donc, la crise épileptique, elle va survenir. Hadi, c'est comment la crise épileptique va survenir. Ensuite, le système GABA, à son tour, qu'est-ce qu'il va faire? Une fois il est activé, il y aura relargage vésiculaire. On a du GABA qui est sécrété dans la fente synaptique. Il va aller se fixer sur son récepteur GABA-A et il va permettre l'entrée à le chlore. Une fois le chlore, il va entrer, il va permettre la dépolarisation, c'est-à-dire il va stopper la dépolarisation et donc il va stopper la survenue de la crise épileptique. Donc le rôle de le GABA, il est inhibiteur par rapport au potentiel, c'est-à-dire par rapport à l'activité cérébrale, il est inhibiteur. Et le rôle du glutamate, c'est-à-dire du système glutamatergique, il est excitateur. Donc, si on veut arrêter l'épilepsie, ça serait logique on a plusieurs points sur lesquels on peut travailler, mais ça serait logique d'aider le système GABA ou bien de le favoriser et de stopper le système glutamatergique qui est des canaux ioniques. Voltage dépendant. Donc là, on va commencer à expliquer le mécanisme qui va favoriser l'action du GABA.
Là, c'est le métabolisme. Tu as le GABA, on a la glutamine qui va se transformer en glutamique. Ensuite, il y a le GAD qui va transformer en GABA. C'est juste qu'il y a le GABA-T, c'est la GABA-transaminase qui va venir le détruire. Rappelez-vous de cette notion. La GABA-T, c'est la GABA-transaminase qui va venir dégrader le GABA. Alors, comment est-ce qu'on peut favoriser l'action du GABA? On peut agir sur deux points. Soit on va augmenter le contenu cérébral en GABA, c'est-à-dire un zido. Rappelez-vous que le GABA, c'est un neurotransmetteur. C'est comme si que je disais sérotonine ou la dopamine. Donc, le GABA, c'est un neurotransmetteur, donc il va venir inhiber le système nerveux. Donc, là, on peut augmenter le contenu cérébral en GABA, ou là, on peut en fait euh, agir sur son récepteur, là où il a l'habitude de se lier, donc sur son récepteur postsynaptique qui est le GABA-A. Donc, si on veut augmenter le contenu cérébral en GABA, il faudra qu'on augmente la synthèse, qu'on arrête la recapture, c'est-à-dire qu'on inhibe la recapture par le GABA, et aussi qu'on inhibe sa dégradation par la GABA-transaminase. Si on veut augmenter la synthèse, il y a le valproate et la gabapentine qui agissent sur ça. Si on veut inhiber l'action de la GABA-transaminase, on va utiliser le vigabatrin. Et si on veut inhiber la recapture de la GABA, on va utiliser la thiagabine. Dans le cas où on voudra avoir une action au niveau de son récepteur, dans ce cas-là, c'est une activation ou là un renforcement de le récepteur. On peut aller vers une autre classe, mais toujours en monothérapie. La seconde est introduite progressivement en veillant à ne supprimer la première que si le taux sérique de la deuxième sont équilibrés, c'est-à-dire l'élimination, tu as le premier médicament pour donner le deuxième, pour éviter le risque bien sûr de sevrage. Et le passage à une bithérapie ou à une trithérapie, il est possible. Généralement, soit on bedlou d'une monothérapie à une monothérapie, soit on passe directement de mono à bithérapie. Il faut surveiller le traitement. Donc, une surveillance clinique et biologique et pharmacologique est nécessaire. Et arrêter le traitement, il doit être toujours progressif pour éviter tout risque de récidive de crise. Les conseils, il faut toujours, donc là, c'est très très important pour un pharmacien, c'est-à-dire c'est nécessaire pour un pharmacien à connaître. Vous n'avez pas normalement fait ça pour votre support. Donc, il est très important de protéger le malade en plaçant, lors d'une crise, protéger le malade en plaçant une couverture au sol, en déplaçant et ou en enlevant tout ce qui est susceptible de le blesser. C'est-à-dire, il faut éviter tout ce qui est table, meubles, etc. Il faut l'éloigner. Pour éviter les inhalations liquidiennes, il est important de placer le patient dans la position latérale de sécurité, la PLS, c'est-à-dire on le met sur le côté, qui m'a la photo, on le met sur le côté, on sa bouche, et puis voilà. On évite qu'il avale sa langue, c'est très important. Donc, il faut dégager les voies aériennes supérieures, retirer la cravate, il a qu'un déboutonner les hauts, etc., afin de faciliter la respiration. Parce qu'on avait dit tout à l'heure, en cas de mal, du grand mal, on risque d'avoir une hypersalivation. Donc, il rate carrément. Donc, les salivations, il le suffoque. Pour éviter les morsures de la langue, une canule peut être utilisée, mais il faut interdire l'usage des doigts ou d'un mouchoir ou d'autres choses. Il faut pas mettre les doigts. Pourquoi? Parce que tout simplement, il va se mettre à mordre et il n'est pas en position de sentir ce qui se passe autour de lui. Donc, il a une contraction, il va réagir à la contraction et puis c'est tout. Donc, il va se mettre à mordre et à avaler sans conscience, c'est-à-dire il sera inconscient. Il faut se rappeler des règles d'hygiène de vie, comme on l'avait dit tout à l'heure, respecter le temps du sommeil minimal, éviter le surmenage, le stress, les nerfs, il faut les éviter avec une personne qui est épileptique. Il faut limiter la consommation, les boissons excitent, le thé, le café, l'alcool, c'est carrément à proscrire. Il faut faire une activité physique, mais attention, il faut que ce soit une activité physique qui est calme, une activité physique qui est brusque et intense parce que ça risque en fait de déclarer carrément ou la déclencher donc les crises. La télé, les jeux vidéo, les ordinateurs, ils sont pas interdits, mais ils doivent être entrecoupés de pauses régulières parce que j'avais dit tout à l'heure, les lumières, ça peut exciter la personne, même ce qui se passe dans la télé ou là, les événements, sauf bien sûr en cas des
d'épilepsie photosensible, qui est un type d'épilepsie qui est photosensible. Donc, faire attention au risque de somnolence, de vertige décrit pour de nombreux antipéleptiques, hein, les conducteurs d'automobile. Je vous disais que l'épileptique, il peut être une personne normale, c'est-à-dire il peut même conduire, etc. Mais il faudra qu'il fasse attention quand il est sous médication. Donc, une patiente épileptique souhaitant prendre un contraceptif doit en informer son médecin, oui. Pourquoi? Parce que les antiépileptiques ont un effet qui va diminuer l'effet des contraceptifs oraux. Donc, dans ce cas-là, bon, ils ont un effet d'inducteur enzymatique, donc ils vont presque supprimer l'effet des contraceptifs oraux, ou là, ils vont tout simplement les éliminer rapidement. C'est ce qui fait que l'effet sera réduit. Donc là, elle risque de tomber enceinte, même si elle est sous contraceptif oral. Contraception orale, donc dans ce cas-là, il faudra qu'elle prévienne son médecin. Donc, associer des moyens contraceptifs mécaniques, ça peut être des crèmes, des préservatifs, etc. Conclusion, les principes du traitement antipéleptique sont les suivants. Toujours privilégier une monothérapie, instituer le traitement de façon progressive, assurer un suivi régulier clinique, biologique et pharmacologique, c'est-à-dire pour voir si ça a vraiment un effet ou là, quand est-ce qu'il est temps de changer, etc. Ne pas négliger les interactions médicamenteuses, les antiépileptiques, par exemple les phénobarbital, phénitoïne, etc., qui aiment bzaf les interactions soit avec les protéines, c'est-à-dire soit par liaison aux protéines, soit par effet inducteur ou là, inhibiteur enzymatique, et apporter une éducation au patient et à son entourage, parce qu'il faut que son entourage sache quoi faire lorsque la personne est en crise. Donc, grosso modo, c'était tout ce qui concerne les antiépileptiques. Maintenant, et oui, pour le traitement chirurgical, c'est pas un traitement chirurgical du genre si c'est les neurones de la zone X qui sont affectés, donc on va les retirer. Non, c'est dans le cas où, par exemple, la personne a déjà une tumeur qui est en train de causer ça, ou là, si elle a subi un traumatisme, donc on doit refaire une chirurgie pour voir avec le traumatisme ce qu'il a laissé derrière lui, si c'est par exemple dû à ou là, un AVC ou là, quelque chose. Donc on doit faire une intervention chirurgicale pour retirer la cause qui est en train d'engendrer une épilepsie. Alors, merci de votre attention. J'espère que tout est clair pour vous. Et on se retrouvera la prochaine fois pour un autre cours. Ciao.